Mais c'était une époque où c'était difficile, parce que rentrer dans la résistance, ce n'était pas une simple affaire. On pouvait classer, à cette époque-là, les Français en 3 catégories. Il y avait ceux qui, bien contents que la guerre soit terminée, que Pétain ait signé l'armistice, qui n'ait pas été appelé, qui se taisaient et qui se tairaient, et c'était le plus grand nombre. Il y avait ceux qui étaient partisans de Pétain et qui voulaient la collaboration, qui avaient organisé l'association de la Légion, qui portait le béret basque avec un insigne en forme de fer à repasser. Et puis il y avait une poignée et c'était de loin la minorité de ceux qui rentraient dans la résistance. J'étais dans le maquis et j'étais dans les Alpes-Maritimes où je me cachais quand les Allemands me poursuivaient. Je suis arrivé là-haut dans les Alpes, un matin de froid, je ne pouvais plus, je pleurais du froid que j'avais. Tout l'été, je passais en montagne à pied nus, quoi. C'était pas, j'avais rien. Donc j'avais toujours les pieds esquintés, d'ailleurs je les ai toujours. Moi, je n'étais pas mercenaire. Moi, j'avais choisi la France libre pour venir la libérer. Pendant 3 mois, on a vécu entre la peur et crever la faim, quoi. Il fallait aller, moi j'allais prendre des marmottes, j'allais prendre de temps en temps, quoi. Parce que quand on pouvait tuer un chamois, on se tuait, mais on n'avait rien pour manger. Donc on s'est retrouvés le 7 février 1944, à 7 h du matin, on s'est retrouvés dans cette halte. Le capitaine de compagnie Lilou se sont mis les mains sur la tête en disant « mais qu'est-ce qui nous arrive là? Les Azous, mais qu'est-ce qu'on va en faire ?» Parce qu'on est arrivé dans le maquis en costume Azou, avec les pantalons serrés, les vestes longues et le petit nœud de cravate. Mais ce qu'ils ne se doutaient pas, c'est que nous étions vraiment motivés, nous étions de vrais volontaires. On a commencé à ramper en pensant gagner la montagne du Cheval Blanc. Et là, alors, ça a été un déluge de feu qui nous a tombé sur la tête. Alors, nous étions couchés à flanc de montagne. Romana était juste au-dessus de moi, à 2 mètres à peu près au-dessus de moi. Ça a été le premier blessé. Il a pris un éclat de grenade qui lui a ouvert le ventre. On ne savait plus que faire. Et sur le coup de midi, les Allemands sont arrivés avec les miliciens, ils nous ont donné l'ordre de nous lever. On nous a refait mettre le nez au mur, les mains sur la tête, et on a entendu le bruit des culasses qui montaient les balles dans le canon. On a pensé qu'on allait être fusillés. Les interrogatoires, ils ont duré 3 jours, mais alors des interrogatoires musclés. Et on a appris après que les blessés qui avaient été laissés à l'Ambrousse ont été achevés d'une balle dans la tête. On a perdu tout contact. Louis Vignol, pas cher, il a sauté du train qui l'a mené pour le STO, justement. Moi, pour le STO, après avoir déchiré 2 fois la feuille qui me convoquait pour le départ à la rue Honorat, je me suis fait embaucher ici au chantier de la Sûreté, parce qu'il y avait certaines usines, certains établissements qui étaient classés S. Je ne me rappelle plus ce que ça veut dire. Entre Marseille et Toulon, lorsque chantent les grillons, il fait beau, il fait beau.
On prend la vie en rêvant, on laisse passer le temps doucement, doucement. Quand le soir bleu descend devant la mer immense, on se fatigue pas à pousser la romance. Le jour et la nuit par rapport à 1936. Premièrement parce qu'il n'y avait pas d'électricité, on travaillait 3 jours par semaine et 3 jours au chômage. Et en plus, commençaient les restrictions. On travaillait et sur les chalutiers qui avaient été transformés en garde-côte avec les mitrailleuses à l'avant, tout ça, ça avait complètement changé, quoi. Et les restrictions commençaient. J'ai été contacté par Paul Canicioni, qui trouvait en moi un ancien militaire pour former des groupes de résistants pour faire sauter à droite et à gauche tout ce qu'il y avait à détruire. Et dans le chantier, il y avait ce qu'on appelait le pré avant, c'était l'endroit où il y avait un hangar d'aviation d'ailleurs. Et là, il y avait tous les déchets de conduits de ventilation, des déchets de coque. Et on planquait les armes là-dessous ces déchets. Et on construisait des parties de ponts et de cloisons, de péniches que les Allemands avaient fait introduire dans le port. Alors, au chalumeau, par un chalumiste, découper les positions que nous avions, nous, refaites à neuf. Et bien souvent, quand il n'y avait personne dans le secteur, la découpure était faite, mais la pièce, elle tombait à l'eau, on l'avait envoyée. Voilà, toute l'histoire est là. Même, paraît-il, qu'après, il y en avait un sacré moulon au fond de la mer. Et les chantiers de Reims, ça a été ça. Ils n'ont pas cessé de débrayer, de lutter au travers des besoins alimentaires, et y compris de saboter dans la production, de freiner la production. Chacun a fait sa petite résistance. Ceux qui l'ont fait, ceux qui ne l'ont pas fait, mais pour ma part, quand elle est montée à bord, un jour on m'a envoyé à réparer l'électricité dans la cambuse. Ça ne marchait pas. Quand j'étais avec un petit ouvrier avec moi, un plus jeune, ou comme moi, mais enfin, on a travaillé. Et on a travaillé une semaine dans une petite pièce comme ça. Là. On a démonté les choses, on a démonté l'installation, on a changé les interrupteurs, on a fait ci, on a fait là. Je ne pas dire c'était l'ampoule qui avait grillé. On est resté une semaine pour vous dire si on facilitait le travail. Et la sentinelle, elle était à côté de nous avec le fusil, hein, dans la cambuse. Elle était assise sur un sable noir, et à la fin de la semaine, il était assis par terre. À mesure, on lui piquait les doigts, ça ne perturbait pas. Ce qu'il y a, c'est que quand on a lancé la Marseillaise, que les Allemands nous bourraient pour laisser le maréchal péter. Les Allemands nous pressaient parce qu'ils voulaient avoir une cale libre pour faire, soi-disant, des barges de débarquement et nous tarabuster pour qu'on le lance le plus rapidement possible. Même les Allemands et même tous les Chotadins étaient sur le port. Tout d'un coup, tout le monde, au moment du lancement, quand le bateau a commencé à descendre, tout le monde s'est mis à chanter la Marseillaise. Le 10 juin 1944, 4 jours après l'invasion de la France, on s'apprête à lancer au chantier naval de la Ciotat le paquebot Maréchal Pétain qui fut commencé en 1940, peu après l'armistice. Image du temps de paix, image réconfortante. Ce lancement d'un nouveau paquebot français, à l'heure où notre pays connaît tant de souffrances et de deuil, fait naître au fond de nos cœurs une lueur d'espérance. Le 7 août au soir, le collectif de dirigeants syndicaux ont considéré qu'on pouvait lancer au travers d'une grève pour l'alimentation, pour les conditions de travail, les salaires, et déboucher sur la grève insurrectionnelle. Toutes les conditions étaient réunies. Le mardi 8 août, à 8 h du matin, Marcel Topolani, secrétaire du syndicat, a tiré sur la sirène pour appeler à la grève. Le soir, les voitures radio allemandes circulaient dans la ville pour dire on a arrêté les meneurs. J'ai pris la parole pour dire non, continuez la grève. Personne n'a été arrêté.
À partir de là, il y a eu une chasse à l'homme à La Ciotat, où il y a des centaines d'hommes qui ont été attrapés et enfermés au Cursal, cinéma, et en même temps dans un local à bateau du port des Capucins. Ensuite, une cinquantaine de familles ont été prises comme otages et promenées dans La Ciotat jusque par la route de Marseille aux abattoirs pour les déporter, pour faire peur aux Ciotanais.